Vous écoutez Le Temps d'une bière, une émission en balado, en mode podcast qui s'intéresse au monde de la bière et au monde à travers la bière. Et de temps en temps, ça inclut des petits détours vers le monde du vin. Pourquoi? Parce que on voit l'alcool ici dans notre podcast comme étant un peu une façon de comprendre l'expérience humaine. On voit ça comme étant une façon d'examiner les excès de l'aventure humaine, de même que de temps en temps, c'est source de créativité et c'est rares petites bonnes nouvelles. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit détour justement vers le monde du vin chez les anciens. On va examiner le rôle culturel et économique, parmi d'autres tangentes possibles, du vin dans la période qu'on connaît comme étant la période de la République romaine. On va s'intéresser aussi un petit peu à l'Empire, inquiétez-vous pas. Pour démystifier ça, pour faire le travail de débroussaillage qu'il nous faut pour proprement parler du sujet, j'ai invité nul autre que Vincent Gagnon, notre grand classiciste en résidence. Vincent? Allô, merci. Bonjour PO, content d'être là. Tout un titre, hein, classiciste à la résidence. Ça sonne bien à mon oreille, j'aime ça, fait que je vais le prendre. Ensuite, on va essayer de juste dissimuler là, mon relatif amateurisme. J'aurais jamais dû dire ça. Mais c'est vrai que ça sonne bien. Ouais, non, c'est beau, c'est beau. Classiciste en résidence. Ben écoute, comme ouverture là, pour ce super podcast ça sur le vin chez les Romains. Là. Ça donne le ton. Tu as devant toi, oui, OK, une superbe tentative de cuisine archéologique. Oh, deux mots que j'aime beaucoup. Oui, tout à fait. Ben écoute, tenté dans la cuisine juste à côté de toi oui. tout à l'heure. Donc, on a assemblé ici ce que les Romains appelaient du mulsum. Pour ceux qui nous écoutent, on a un liquide d'une drôle d'opacité devant nous qu'on s'apprête à boire. On vous encourage pas nécessairement à faire la même chose. On verra. Parce que là, c'est-à-dire que j'ai essayé d'y aller là au poil. Un certain nombre de défis là, qu'on a avec la cuisine archéologique au sujet des vins, premièrement, c'est que on a du mal à trouver des produits qui se comparaient à ce qu'on trouvait à l'époque. Ah oui. On a de la difficulté à identifier les cépages qui étaient utilisés à l'époque, même si on a un certain nombre de doutes sur un certain nombre d'entre eux, qu'on a trouvé cultivés dans les mêmes régions pendant des siècles et des siècles et des siècles, puis on n'a pas nécessairement de raison de croire qu'il n'en fut pas autrement quelques siècles auparavant, là, c'est-à-dire à l'époque de la Rome républicaine puis impériale. Et finalement, même si on dispose d'un certain nombre de recettes pour l'assemblage de ces produits-là, on n'a pas nécessairement les quantités. Fait que c'est beaucoup d'essais et erreurs. Et là, il y a tout un paquet d'étudiants en archéologie à un moment donné qui sont fait empoisonner par leurs professeurs à essayer divers produits là, dans des tentatives laboratoires. Donc, ce qu'on a devant nous... On espère que leur carrière n'a pas fini dans un hôpital. Non, on espère. Joke d'archéologie, une carrière de recherche, non? OK. Ah, calembour. C'était terrible. Donc, parle-nous un peu de ce qu'on s'apprête à boire. Oui. Donc, ici, mulsum, qui était principalement un vin apéritif. Écoute, les Romains disaient de lui là, qu'il t'aidait à préserver la santé et la jeunesse. Attention. Première chose, les Romains, pourquoi c'est un vin blanc, là, oui. Ne font pas fermenter la grappe. Ils font fermenter le jus. Fait que les vins rouges tels qu'on les connaît aujourd'hui, où est-ce que on va laisser la peau du raisin pendant la première fermentation pour lui donner une belle couleur rouge puis des tanins qu'on aime tant dans nos vins rouges, c'est pas vraiment quelque chose qui existe chez nos amis les Romains. Donc la plupart des vins sont blancs, jaunâtres. Ils ont l'équivalent des vins de paille. Écoute, les vins peuvent devenir ambrés. Il peut se passer toutes sortes de choses. Et on ne connaît pas le soufre pour arrêter la fermentation non plus. Donc, le soufre qu'on utilise aujourd'hui pour mettre fin à la fermentation. Oui, puis il y a d'autres. Qui est une pratique assez universelle aussi. Oui, qui est apparu là, quelque part au Moyen-Âge, là, puis qui a vraiment été une révolution dans l'industrie viticole. Puis là, je pense que de nos jours aussi, il y a d'autres alternatives, là, mais je suis pas un expert sur le sujet. Quoi qu'il en soit, à l'époque, un des trucs qu'ils avaient là, comme agent de conservation, par exemple, c'était le sel. On allait mélanger le vin avec de l'eau de mer. Ah oui, OK. Ouais, donc là, ça pouvait devenir une espèce de
on va dire de chasse gardée, snob un peu, que d'essayer d'avoir des vins de telle appellation, de l'eau de mer qui venait de tel endroit très prisé en Grèce ou en Italie. C'est une façon de se démarquer, d'affirmer son statut. Absolument, absolument. Donc, de l'eau de mer là, comme produit exotique, pourquoi pas. Donc, comment est-ce qu'on reproduit ça à table maintenant? Ben écoute, c'est du bon vieux sel de table, parce que l'iode, c'est de l'iode. Donc, t'as dans ton mulsum de l'eau de mer en ce moment. Okay. Et qu'est-ce que t'as d'autre? Ben, c'est du miel. OK. Donc ça, c'est un autre beau défi archéologique. À ce moment-là, on ne sait pas si le miel était introduit avant, après, ce qui fermentait lui-même. C'était-tu un genre de produit mi-hydromel, mi-vin? On en a aucune espèce d'idée. Miel aussi, hein? Ouais. Non, mais c'est autant de questions à se poser. Là. Tu peux essayer de reconstituer des fois en imaginant ce qu'il pouvait y avoir sur le terroir. Tu sais, qu'est-ce qui va bien prendre là-bas? Quel genre d'espèce de fleurs locales tu pouvais trouver? Puis bon, de briques puis de broc, de théorie en théorie, reconstituer un produit qui peut-être pouvait se comparer à ce que buvait. Mais je suis persuadé qu'on est encore loin du compte. Ceci étant, on a respecté le terroir, on a fait un effort pour les cépages ici. Je pense que là-dedans, on a principalement du grenache. Ça aurait été le fun d'avoir du syrah, parce que ça, on est à peu près sûr qu'ils l'ont utilisé. Mais on n'en a pas trouvé. Oui, j'ai essayé de me procurer du sirop blanc et on m'a dit que j'étais un petit peu dans le champ. Ouais, non, mais on verrait pas vraiment l'intérêt d'avoir un sirop blanc. Donc, quand PO est allé avec ça à la SAQ, je pense qu'ils l'ont un petit peu pris comme la fille qui se fait dire par son chum « Oui, ramène-moi du fluide à clignotant au garage. » Oui, j'ai passé un glorieux moment. Semble-t-il que ça a été particulier un peu, mais bon, enfin. Donc, on s'est rabattu sur d'autres variétés de cépages qu'on trouve en Côte-du-Rhône. La Gaule narbonnaise, là, où est la Côte-du-Rhône de nos jours, était un des terroirs, là, on va dire, importants de la Gaule romaine, puis était à toute fin utile une extension là, du terroir italien. Donc, ça va. Donc, on a rajouté du miel là-dessus, on a fait chauffer tout ça, et là, ça, c'est notre apéro. Donc, juste pour rendre les choses pires, il est bien tiède en ce moment. Il aurait fallu que ce soit un petit peu plus chaud, hein? Encore une fois, c'est débattable. La recette que j'ai suivie, c'est celle du maître culinaire Martial. Il ne le mentionne pas, donc on suppose. On suppose pendant qu'on boit. C'est donc faire acte de foi. Cheers! Donc c'est... C'est bizarre. C'est bizarre. Je ne suis pas œnologue. Ma réaction est aussi candide qu'on peut l'avoir. C'est bizarre. Mais c'est pas mauvais. Non, c'est vrai. Je tiens à le dire, là, mais le mélange du sucré-salé est surprenant. Oui, ben moi, je goûte un petit peu moins le salé. Je goûte définitivement le miel. J'ai surtout l'impression d'être dans une fête de Noël allemande entourée de bordée de neige avec devant moi un vin rouge chauffé, mais qui aurait refroidi. Parce que, comme d'habitude, j'arrête pas de parler. Regarde, tu veux une belle pièce de trivia là, par rapport à ce que tu viens de dire, par exemple. Là, t'es pas loin du Glühwein jusqu'à un certain point. Mais les Romains ont absolument, là, dans leur répertoire de recettes de vin, ce qui semble être plus ou moins l'ancêtre direct là, du Glühwein, qu'ils appelaient le Calidum, qui, lui, était assaisonné, là, entre autres, avec de l'anis, de la cannelle. Donc, tu retrouvais à peu près là, la base de ce que tu retrouves dans un bon Glühwein bavarois là, au 21e siècle. Mais ça me donne envie de rebondir sur deux choses que tu m'as dit qui me font penser aux habitudes de consommation du vin chez les Romains. Premièrement, le rôle des assaisonnements. C'est vaste, là, c'est immesurable à quel point on met un peu de tout dans les vins. On boit beaucoup de vins piqués. Et puis on fait parfois aussi chauffer le vin. Ça n'est pas rare. Premièrement, le vin, c'est plus qu'un aliment, c'est plus qu'une boisson, c'est un aliment. De temps en temps, c'est utilisé carrément dans des sauces, mais surtout, il arrive de temps en temps qu'on le fasse cuire. Je pense que ça a rapport avec une forme d'oxygénation pour faire ressortir certaines j'ai envie de dire qu'il arrive plus souvent qu'autrement qu'on le fasse cuire, en fait. Comment ça? Pourquoi? Écoute, imagine là, que tu es dans un environnement où est-ce que tu contrôles pas la fermentation, tu contrôles pas la température, tu contrôles virtuellement rien à un moment donné, là, fait que... Autrement dit, tu es impuissant devant le monde des bactéries. Ouais. Fait que le sucre devient ton ami.
pour plusieurs raisons. Écoute, tu finis des fois avec des vins là, qui sont pas décrits autrement que comme des sirops. Et une des choses que les anciens faisaient par voie de conséquence, que je m'apprête à faire ici, c'est ceci. Oui, non! Hein? J'ai réagi en personne moderne. Mais je sais bien que dans le temps de l'Empire romain, mélanger du vin et de l'eau, c'est pratique courante. C'est monnaie courante. Je peux me permettre, maintenant que j'ai ajouté une mesure d'eau dans ma mesure de vin, il est moins dégueulasse. Ben voyons non. On va falloir que j'essaie ça, maudit. Oui, je te jure. Mais à la quantité de sucre là, qu'il y avait dans certains de ces produits-là, puis surtout s'il fallait qu'ils coupent avec de l'eau de mer, là, je peux m'imaginer qu'à un moment donné, c'est nécessaire de... Ouais. Mais tu pourrais être surpris. Tabarouette, t'as raison. Mais tu vois, c'est des choses qui nous viendraient pas à l'esprit, hein, parce qu'on est rendu avec une viticulture là, très, très professionnelle, très scientifique, très raisonnée, où est-ce que, écoute, on a une capacité d'observation là, extraordinaire par rapport à la fermentation, à la qualité là, des cépages qu'on va insérer là-dedans. Il y a tout un travail de fond qui est fait maintenant qu'on pouvait, là, pour plusieurs raisons scientifiques et matérielles, pas se permettre à cette époque-là. Donc, oui, pour les Romains, ça les achalait pas trop de commencer à tout simplement traiter le vin, non pas comme une boisson à part entière, comme on le fait de nos jours, là, mais comme un ingrédient. Puis à partir de cet ingrédient-là, on va obtenir toute une catégorie de breuvages qui ont leur place dans l'alimentation. C'est comme si nous... Le vin qu'on conçoit de façon moderne, c'est juste un des types de vins qui existaient dans la grande panoplie de la pratique romaine. Je me demande même, pour plusieurs raisons, s'ils ont déjà eu accès à des produits qui ressemblaient juste un peu à ce qu'on est capable de trouver maintenant. On a fait un épisode ensemble, toi et moi, que j'ai bien aimé. Quoique ça a été long avant qu'on puisse goûter au vin qu'on présentait. On a goûté au vin de Falerne ensemble. En tout cas, une version moderne qui s'approchait de façon honnête, disons, du vin qui aurait existé à l'époque. Et puis, ça, est-ce que c'est pas un vin qui, pour l'époque, ressemblait plus à un des vins qu'on consomme aujourd'hui? Non, il n'aurait pas ressemblé à ça du tout, en fait. Okay. Puis là, c'est là je vais te faire de la peine, P.O. Premièrement, il aurait possiblement pas été rouge pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure. Ils auraient pas... Rappelle-moi un peu pourquoi il pourrait pas être rouge. Tout simplement parce qu'eux faisaient fermenter le jus et non pas la grappe. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver la pelure du raisin pendant un certain temps pour être capable d'aller chercher les tanins puis là, et la couleur, là, la belle teinte rouge qu'on aime dans nos vins modernes. Mais eux ne faisaient pas ça. Ils faisaient comme les Grecs. Donc, on presse une première fois. On a un jus clair qui sort et c'est à partir de ça qu'on élabore notre produit. Donc, dépendant ensuite de ça, du niveau de sucre, niveau de fermentation, de l'oxydation. L'oxydation joue un rôle super, super important dans l'élaboration du vin à l'époque. On va obtenir des teintes qui vont possiblement là, d'un jaune clair à un ambre presque orangé. Là. Et est-ce que cette différence de couleur-là nous indique son vieillissement ou plutôt l'âge du vin? Est-ce que les vins qui vont vieillir un petit peu plus longtemps vont être un petit peu plus foncés? Les vins qui prennent de l'âge vont, dans les blancs là, du moins, s'en aller de plus en plus vers l'ambré, mais il y a d'autres variables, là, telles que bon les niveaux de sucre, fait que ça va dépendre jusqu'à un certain point. Les Romains connaissaient quelque chose qui était assez équivalent à notre vin de paille, donc c'est un grain qu'on allait déshydrater jusqu'à un certain point pour en extraire un jus qui était donc plus concentré. Ça, tu te doutes, va avoir une couleur jaune puissante déjà, là, puis dans les vins de paille modernes, c'est quelque chose que tu retrouves. Le degré de maturation du grain aussi va avoir un impact. Si tu vas fouler un grain qui n'est pas à maturité, ben, tu vas avoir un liquide plus clair. Il risque d'être plus foncé s'il est passé maturité. T'as une autre innovation romaine. Eux, contrairement aux Grecs, n'attendaient pas le dernier instant, là, c'est-à-dire le moment où est-ce que le raisin se gorgeait le plus de sucre pour faire les vendanges. Ils allaient le cueillir à maturité. Donc, une des conséquences de ça, c'est qu'ils avaient un vin qui était typiquement plus acide que celui des Grecs. Puis ça, c'était déjà un pas dans la direction de nos vins modernes. On recherche un équilibre entre le sucre et l'acidité. Et puis,
est-ce qu'il y a d'autres innovations comme ça que que les Romains vont mettre en branle par rapport aux Grecs? Il y en a un certain nombre. Là. Je te dirais qu'elles me viennent pas nécessairement toutes à l'esprit, là, mais peut-être une des plus flamboyantes révolutions, là, c'est celle qui va venir aux alentours du 3e, 4e siècle, quand on va tranquillement commencer à développer les terroirs gaulois. OK. Puis ça va être l'addition de la tonnellerie comme contenant pour le transport, mais aussi pour la vinification. Donc, on va se débarrasser des vieilles isolants en terre cuite. Là. Bon, c'est un processus là, qui va s'étendre sur plusieurs siècles. Mais on va introduire cette idée-là, okay, de vinifier dans du bois, de transporter dans du bois, puis d'entreposer dans du bois. Puis là, oups, tout d'un coup, t'es rendu avec des vins boisés. Puis ça, c'est une nouveauté aussi. Puis de nos jours, c'est presque impensable, là, un vin qui n'est pas boisé. Quoique, je veux dire qu'au 21e siècle, là, il y a une espèce de courant de redécouverte là, de la vinification dans des amphores en terre cuite, etc. Mais, grâce notamment au progrès de l'archéologie. Ben oui, tout à fait. Donc, il y a des gens qui, de plus en plus, s'interrogent sur qu'est-ce que ces produits-là devaient goûter. Puis est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant peut-être à aller chercher dans la palette des anciens? Parce que le bois qui arrive comme révolution dans le vin est intéressant à plusieurs égards, mais c'est légitime aussi de se poser la question, est-ce qu'il y a un effet de mode ici qui n'est pas allé tuer un produit alternatif qui pouvait être intéressant aussi pour d'autres raisons? Ben, je dirais qu'il y a au moins un type de fermentation ou de conservation du vin qui a continué malgré les développements à Rome ou en tout cas dans la péninsule italique ou italienne. Bref, en Géorgie, là où commença en Europe en tout cas l'aventure du vin, il est encore fréquent dans certaines régions de la Géorgie de voir faire fermenter le vin dans des très grands vases qu'on appelait dans le temps des Romains des doliums, qui sont un peu des vases d'argile, sont juste très grands, sont enterrés dans le sol, et par-dessus, on va mettre de la terre, de la brique ou des cendres. On laisse fermenter pendant plusieurs mois. Puis après ça, ce que je trouve super intéressant, c'est que le liquide qui en ressort, il est à mi-chemin entre le rose et l'or. Donc, une teinte ambrée un peu comme celle dont tu parlais. Oui, ben, dépendant comment ils l'ont fait là, au moment de la première fermentation. Mais écoute, c'est pas si. Oh, écoute, c'est quand la dernière fois que j'ai vu du vin dans une jarre de terre cuite? En deuxième année du secondaire, en regardant par erreur un livre sur l'histoire qui te montrait comment ça se passe, l'histoire de la viticulture au 2e siècle de la République romaine. Écoute, sais-tu, là, tu me fais réaliser pourquoi on pose pas des questions rhétoriques dans un podcast radio comme ça donne à rien. Je pense que c'est surtout moi, j'ai une bonne imagination. Ben, écoute, de toute façon, non, mais je suis retourné en septembre dans la région de Bordeaux et puis on a visité un producteur là-bas là, qui est un grand cru classé B. Zut, dont j'oublie le nom à l'instant. Ça va te revenir, la clé, il m'aillerait. Mais bon, peu importe, dans sa cave, il avait réincorporé un certain nombre de genres en terre cuite pour faire des expériences sur son domaine. Est-ce que tu as goûté le fruit de ces expériences? Non, j'ai pas eu la chance, mais tu sais, c'est une toute petite production. Et Vincent, puis, il faut que tu y retournes. Puis là, tu vas t'excuser de ne pas t'être souvenu de son nom. On va éviter une guerre diplomatique. Ça va être parfait. OK. on le fera. Mais comme je te disais dans le dernier podcast qu'on avait fait, il y a déjà des producteurs là, qui essaient de faire des vins archéologiques, là, notamment reconstituer le fameux Falerne. Et là, ce serait d'aller dans cette région-là. Mais il y en a qui le font, ils le commercialisent même. J'en ai jamais vu à la SAC ou au LCBO, mais ça se fait. Tu peux les trouver sur Internet. Ça doit être possible de les avoir en importation privée. Mais les volumes sont limités. Chose intéressante, par exemple, il y a un engouement. Les quelques personnes qui en font, il y a beaucoup de gens qui cherchent à... Ouais, là, maintenant, ça a collé, il y a du miel. Il va falloir nettoyer ça. C'est ce que ça va faire. Mais bon, il y a un engouement pour redécouvrir, là, appelons ça, les palais oubliés de l'Antiquité. Mon Dieu. Mais parlons-en un petit peu des palais, parce que s'il y a une chose sur laquelle il faut vraiment s'attarder un petit moment, puisqu'on parle de vin à l'époque romaine, c'est ben, le rôle que le vin a dans la société, en particulier chez les nantis. On avait parlé
entre le temps d'une bière et le temps d'un vin, du statut social chez les Romains dont tout le monde semble complètement fasciné. Il semble qu'il y a une association assez prodigieuse entre le type de vin qu'on boit et le type de personne qu'on est. Je me demandais si tu pouvais nous parler un petit peu de ça. Je peux, mais en même temps, c'est intéressant de voir comment c'est quelque chose qui a juste absolument pas changé du tout. Hein. Mm-hmm. Je veux dire, l'Arfan des Neiges, là, dans sa boîte de 4 litres, là, c'est réservé à une classe sociale. Et puis, je m'étais fait raconter une histoire là, dans le temps où je travaillais en tourisme, écoute, puis c'était un des restaurants là, de la basse ville de Québec. Mm-hmm. On nommera pas lequel, mais qui avait une cave particulière et une bouteille de collection dedans. C'était une bouteille de Chambertin 1805, donc... écoute, la cuvée personnelle de l'empereur Napoléon Bonaparte, puis l'année d'Austerlitz, là, fait que c'était la grosse affaire. Tu sais, une super bouteille. Et ça a été acheté par un joueur de hockey à un moment donné, du Canadien de Montréal, qu'on nommera pas non plus, mais qui a acheté cette chose-là à grand prix et l'a bu, attention, avec des ailes de poulet. Je crois comprendre que, connaissant le classiciste et l'œnologue averti en toi, tu as vécu ça comme étant un peu... Ben, j'ai été choqué d'abord, mais on va dire quelque chose dans l'intérêt de la conversation là, que tu essayais de lancer ici, c'est que ça a toujours été un symbole de prestige puis d'indication de ta classe sociale. Qu'est-ce que tu es capable de t'offrir finalement dans le répertoire des vins, puis surtout la manière dont tu le consommes. Ouais. Il y avait l'empereur Vitellius au 1er siècle était un type qui buvait sans modération, buvait tout et le buvait mal accompagné pour montrer qu'il avait la possibilité de le faire, pour montrer que c'était rien pour lui. Donc ça devenait une espèce de message politique à ce moment-là, un symbole de sa puissance. Et il le faisait sans modération. Il ne coupait pas le vin, ce qui était vu comme extrêmement barbare, mais il était au-dessus des mœurs. Donc, à ce moment-là, oui, absolument, c'est une question de classe sociale, c'est une question de symbole, puis dans plusieurs cas, c'est un message politique. Tout à fait. Donc, c'est le vin comme produit de communication dans l'Antiquité. Mais ensuite, c'est vrai, si tu descends dans les strates sociales, les Romains, puis là, on parlait d'innovation tout à l'heure, ont mis sur pied, plus ou moins, là, l'équivalent de notre système moderne des appellations d'origine contrôlée. Donc, certains endroits ont plus ou moins l'équivalent là, de nos grands crus modernes. T'as une vingtaine d'appellations là sur le territoire italien là, qui sont à peu près toutes concentrées là, entre plus ou moins Florence puis jusqu'à Naples, à l'exception de Ravenne où il y en a une autre. Et ça, ces appellations-là sont peut-être les plus prisées de l'Empire. Mais il y en a d'autres. Il y en a en Grèce, il y en a en Sicile, puis progressivement en Gaule, qui va commencer à se démarquer aussi avec des vins intéressants. On parlait du fameux Falerne. Donc, naturellement, si tu offrais du Falerne à tes convives, ben là, c'est que tu étais possiblement plus en moyen que la moyenne des gens, tu sais. Ouais. Moi, mais ce que ça me fait penser, c'est l'innovation citadine que vient apporter l'Empire romain à la consommation du vin. Les Grecs boivent du vin, chez eux, c'est tout aussi important, mais ça me semble moins un outil de démarcation sociale, dans le sens que le citoyen boit le vin. Il est attendu qu'on boive le vin. Il semble qu'il y ait plus de grands crus, ou plutôt qu'il y ait plus de diversité dans ce qu'on associe à la qualité du vin chez les Romains, et on fait de la consommation de vin une espèce de rituel social qui rappelle un peu à tout le monde quel est son juste milieu, par exemple. Sa place dans la société. Exactement. Oui, disons que beaucoup plus que la Grèce, là, qui avait plusieurs systèmes politiques avec plusieurs manières de fonctionner, puis on est très, j'ai envie de dire, stigmatisé par l'exemple athénien là, d'une soi-disant démocratie, où est-ce que les citoyens ont... puis les citoyens eux-mêmes représentent une classe restreinte. Ils ne sont pas les seuls consommateurs de vin, mais je suis persuadé que le citoyen moyen d'Athènes buvait du bien meilleur vin que ses esclaves.
Donc ça reste, mais Rome, c'est une société de classe. Et très, très stratifiée. Puis plus on avance, OK, à travers la République, puis progressivement l'Empire... Plus le capital s'accumule. Oh mon Dieu. Et ça finit... votre cliché marxiste. Mais ça finit avec un système d'une grande complexité, là, où est-ce que les hommes là, sont tous catégorisés, mais dans une série de strates là, qu'à un moment donné, un profane là, a de la difficulté à... Écoute, puis même moi qui m'intéresse au sujet, là, de siècle en siècle, j'ai de la difficulté à repérer là, les différents termes qui stratifient la société. Écoute, tu peux être vir egregius, vir illustris, vir perfectissimus, vir gloriosus à une certaine époque. Et tu as peut-être là, une dizaine d'autres appellations là, juste entre la classe sénatoriale qui représente un peu le sommet de cette société-là et la classe équestre qui est un peu, appelons ça la classe moyenne supérieure, la classe riche inférieure. C'était des riches, des gens qu'on a invités à participer au pouvoir. C'était la bourgeoisie de l'époque qui est devenue une classe politique graduellement. Et juste entre ces deux pôles-là, qui sont très, très rapprochés là, en termes de classe sociale, t'as peut-être, écoute, une quinzaine de termes différents pour les grader entre eux. Là. Fait que ça donne une idée. Si tu continues cette stratification-là là, à travers les classes moyennes, puis les classes professionnelles, puis ouvrières, puis même les hommes libres essayent de se différencier entre eux, puis là, oups, en dessous de ça, t'as... tard dans l'Empire, quelque chose qu'on appelle les colonus, qui sont l'équivalent des serfs du Moyen-Âge, plus ou moins, et naturellement des esclaves, qui sont là depuis le début. Et tout ce beau monde-là boit du vin. Ben, c'est certain, comme tu dis, ils vont pas boire les mêmes produits. Donc, on a les grands crus, ouais, ça c'est vrai pour les grandes personnes. T'as des produits de qualité relative, qu'on va payer différents prix. Il y a différentes échelles des prix là, qui ont été établis là, par des archéologues. Il y a Pompéi qui nous donne une certaine idée. Pompéi, la place forte des échanges de vin, si on veut, sur la Méditerranée, c'est aussi un centre viticole. À l'époque, République, absolument, parce que là, avant, évidemment, qu'un volcan oblitère tout le projet. Oui. Mais écoute, t'es en pleine Campanie, fait que ça c'est une super région agricole, et puis là Rome qui commence à avoir un empire tranquillement voit son agriculture changer. Puis la première conséquence de ça, c'est que de moins en moins on va planter des denrées essentielles en sol italien. Fait que le blé, l'élevage, tant pis. Oui. Le vin, ça rapporte, puis c'est prestigieux. Là. Tout le monde veut avoir un vignoble. Et puis, Pompéi, pour ceux qui l'ont déjà visité, là, ben, c'est beaucoup ça. Là. Des édifices publics, puis des villas, puis des villas, puis des villas, puis des villas. C'est une station balnéaire, pratiquement. Là. Non seulement ça, mais c'est l'endroit où il y a la plus grande concentration de tavernes antiques de cette époque-là à l'échelle de tout l'Empire. C'est une station balnéaire. Voyons, qu'est-ce que j'ai dit? Balnéaire? Balnéaire, mais c'était beau. Balnéaire, mais non, oui, finalement, c'est un lieu de villégiature. C'est ça. Et ça fait en sorte que, naturellement, le commerce du vin, il bat absolument son plein. Et une des conséquences directes de ça, comme tu allais l'annoncer, c'est que ils ont laissé derrière tout un paquet d'écriteaux publicitaires. Voilà. Oui, qui nous servent à établir à peu près le prix de différents produits. Donc là si tu allais boire la pire piquette misérable là, de la Posca, du vin pratiquement vinaigre, là, de mémoire, là, c'était 1 as. Tu allais payer 2 as pour un produit qui était d'une qualité raisonnable. Là. Ça, c'est pour la classe moyenne, on va dire. Ou pour ton pauvre qui célèbre quelque chose. Si tu veux du Falerne, là, tu vas pratiquement le payer un sesterce. Là, fait que tu as cette gradation-là, naturellement. Puis merci à Pompéi là-dessus. On a les panneaux publicitaires. Fait que c'est super le fun. Tu as des belles images d'amphores avec différents prix. Merci à la lave d'avoir aidé à préserver tout ça. Écoute, ne néglige pas l'apport des coulées de boue. Hein? Les coulées de boue sans qui rien de tout ceci aurait été possible. Sans la boue, t'aurais pas l'ardoise, je veux dire. Il faut rendre à la boue ce qui revient à la boue. Ça a laissé des vestiges qui nous ont permis d'étudier avec attention là, comment le vin était consommé, quelles étaient les habitudes alimentaires. Parce que oui, là, tu avais des édifices qui étaient intacts. Donc, merci à Pompéi là, pour avoir fait progresser beaucoup l'archéologie sociale. Mais aussi, pour continuer sur cette lancée-là,
parce que ça nous permet de revenir un peu sur la question économique. Puis aussi sur la culture du blé, sur le prestige donné par les vignobles. Il y a une question économique assez importante, c'est que quand le Vésuve décide de s'exciter le pompon et d'ensevelir tout ça dans de la lave et de mettre fin à ce grand poumon économique du vin, ben là, il y a toute une série de problèmes que personne n'avait vraiment anticipé. Il y a beaucoup de vins qui sont produits, mais aussi qui transitent par là. Donc, les prix vont se mettre à augmenter à l'échelle de l'Empire. Et puis là, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une folie furieuse pour semer encore d'autres Une ruée vers la vigne. Une ruée vers la vigne, exactement. Oui, tout à fait. Bien que t'as des paysans, t'as des maîtres paysans qui vont commencer à arracher toute leur production, planter des vignes, et ça, ben, ça va faire disparaître le blé. Donc, tout d'un coup, parce que le monde se rue vers la vigne, là, on arrête de planter du blé en grande quantité autour de Rome. Qu'est-ce que ça crée? Pas la famine, mais la pénurie de pain. Ben, le phénomène était déjà amorcé, faut le dire, là. C'est une conséquence sociale de la création d'un empire autour de Rome. Progressivement, là, le blé se met à arriver à très très bas prix de l'Afrique du Nord, aux alentours de Carthage, là, la Tunisie actuelle qui est un super endroit là, pour faire pousser du blé. L'Égypte arrive puis avec des quantités là, mais absolument monstrueuses de grains. Le premier empereur, là, si je peux utiliser le terme, César Auguste, va en faire un peu sa province personnelle parce qu'il sait qu'à travers elle, il contrôle l'approvisionnement. Là, on fait des distributions de grains gratis dans la ville, on donne du pain pendant les jeux, et ainsi de suite. Donc, il y a le marché est déjà un peu chamboulé, et l'aristocratie italienne, comme tu l'as dit, va commencer à planter de la vigne elle-même puis se débarrasser de ces denrées-là qui sont plus lucratives du tout. On pourrait dire en un sens là que la vigne, dans l'Empire romain, c'est un peu comme le premier cash crop. De la même manière que plus tard dans les Amériques, là, on va faire de la canne à sucre puis du tabac. Bon, ben, la vigne va remplacer les denrées essentielles en Italie, mais oui, ça va la rendre de plus en plus dépendante de son empire. Et là, t'as des bouleversements comme l'accident qu'il y a eu en Campanie à cette période-là, qui était... On peut pas blâmer personne, mais on s'entend que la lave était responsable. Mais c'était une grosse éruption. C'est tannant. Là, c'est un peu tannant. Ça va reconfigurer un peu ton économie. Donc là, oui... progressivement, puis dans une ville de Rome aussi, là, qui grandit, puis grandit, puis grandit sans arrêt, puisque son approvisionnement en grains est assuré, qu'on sait qu'on va, au minimum, y trouver du pain et des jeux. Ça devient un pôle d'attraction, mais le souci principal d'une ville comme ça, c'est son approvisionnement à partir de là. Fait que les provinces commencent à se spécialiser. Et on parle de production de blé dans les provinces pour, être capable de nourrir cette monstrueuse métropole qui est Rome, mais ses besoins en vin sont immenses aussi. Une métropole de quoi, 700 000 à près d'1 million d'habitants? Ben, les estimations, là... on va dire les plus mainstream là, disent qu'à son apogée, on est à peut-être un peu plus d'1 million d'habitants. Fait qu'à l'époque de l'éruption du Vésuve, oui, peut-être aux alentours des... Dans ces eaux-là. Oui, j'ai pas les chiffres exacts de toute façon, mais et ils sont durs à estimer, parce que c'est pas tout le monde qui a nécessairement ce qu'on pourrait appeler une habitation régulière et standard dans la ville. Les gens vivent un peu empilés, il y a beaucoup d'habitations de fortune qui sont construites un peu partout, fait que tant et si bien là, que, écoute, en dépit de nos meilleurs efforts, là, je pense que d'estimer avec exactitude la taille d'une agglomération monstre comme Rome, là, c'est ça. Toujours est-il que l'élite commence à investir dans la vigne parce que c'est ce qui rapporte le plus. On se désintéresse de faire pousser des denrées absolument essentielles parce qu'il y a l'Égypte et aussi parce qu'il y a les provinces. Ça n'est plus rentable. Il y a l'Égypte, il y a l'Afrique du Nord, OK? Fait qu'on essaie de faire du fric avec sa production. Le vin, c'est merveilleux. Puis en plus, comme je disais, là, il y a la petite signature prestige. Là. Toutes les familles sénatoriales veulent avoir leur nom sur une bouteille. Puis là, ça peut devenir un grand cru en plus. C'est jackpot. C'est
une question de symbole, c'est une question de prestige. Et oui, les provinces aussi vont se mettre à faire de la vigne en quantité, là. On parlait de la Gaule tantôt, l'Espagne va en faire aussi beaucoup. La Grèce en a toujours fait, l'Asie mineure, c'est pareil. Mais de plus en plus. La ville de Rome, puis là, j'avais vu une statistique intéressante là, que je suis malheureusement en train d'oublier, là, mais consommait l'équivalent là, de 250 millions de bouteilles bordelaises par année. 250 millions? Ouais, la bouteille bordelaise, ça, c'est la bouteille de 750 millilitres. Donc, 250 millions dans une agglomération d'environ 1 million de personnes. Mais là, c'est que tu t'imagines que la plupart des gens consommaient environ une bouteille ou plus par jour. Là. C'est gros, ça, mon Vincent. C'est gros. Mais contrairement à nous qui réservons le vin, par exemple, pour le souper puis les occasions, ben eux, c'est plus ou moins tout le temps. T'sais. Ils vont le couper avec de l'eau, ils vont s'en servir dans la cuisine, ils vont faire tout un tas de... Mais écoute, tu peux en avoir au déjeuner, là. C'est... Pourquoi boire de l'eau, de toute façon? C'est quoi cette affaire-là? T'en as au déjeuner, t'en as au dîner, le prandium qu'ils appelaient. Les Italiens ont gardé le nom. Ils appellent ça le pranzo. Bon. Et la cena, donc le repas du soir, et sa version, on va dire, plus sociale, festive, party, le banquet. Donc, le banquet, est-ce que c'est quelque chose de plus sophistiqué qu'un simple repas? Est-ce que c'est un repas qui a des fins politiques? Est-ce que c'est un repas... Je pense que les Romains avaient une vision là, qui est assez proche de la nôtre de ce qu'est un souper arrosé entre amis, un party, là, puis tout ce qui peut se trouver entre les deux. Les Grecs dissociaient relativement bien le boire du manger. Donc, eux avaient le symposium, on allait manger, oui, un repas du soir, mais ensuite de ça, quand on buvait, ben là, c'était un exercice séparé, mesuré. On faisait attention à la quantité d'eau pour essayer de garder les convives sur un niveau d'ivresse qui est à peu près égal. Les Romains ne s'encombrent pas de tout ça. Eux aiment bien avoir un snack pendant qu'ils boivent, boire jusqu'à l'ivresse, boire avec modération, dépendant de leur tempérament, ou boire jusqu'à en vomir, pourquoi pas. Dépendamment de qui ils sont, parce que tu me citais un empereur qui se faisait un point d'honneur de montrer qu'il se fichait de toutes les conventions, et en même temps, tu avais Caton l'Ancien, qui, lui, était un grand pourfendeur de la moralité, qui n'aimait pas les gens sous, et qui, pourtant, lui, buvait énormément. Il y avait des gens qui le voyaient dans la rue au petit matin, qui voyaient que Caton l'Ancien avait survécu, avait surbu tout le monde autour de lui, avait bu le plus de vin, marchait un peu en titubant, et sais-tu qu'est-ce que les gens faisaient? Écoute, je connais pas l'anecdote. Il s'inclinait devant lui, devant la majesté de sa capacité à tenir l'alcool. Caton l'Ancien, le pourfendeur de la moralité qui accusait les ivrognes finalement. Oui. Puis, et pourtant lui-même, non, c'est pas qu'il était un ivrogne, c'est qu'il buvait des quantités absolument immodérées. Ben, écoute, comme quoi, la mesure rendue là, c'est beaucoup une question de combien est-ce que toi, t'es capable de boire avant d'être malade, là. Ouais. Et ça, je pense que ça a été appliqué avec une certaine libéralité par l'élite romaine. Je dirais que les sages. Il semble que c'est un point qu'ont en commun les Grecs et les Romains à ce niveau-là, que être incapable de tenir son vin est moralement inacceptable, mais que boire de façon immodérée ne soit pas en soi répréhensible. L'ivrognerie. L'ivrognerie est la chose condamnable, parce que dans l'ivrognerie, il y a la marque de l'excès. Et les Romains adoraient singer les Grecs. On les voyait comme le phare de la civilisation. Les Romains se voyaient comme leurs successeurs, les gens qui reprenaient le flambeau. Et même de manière là, très très primitive là, dans les vertus du mos maiorum, là, donc les vertus des anciens là, romains là, autour de toutes leurs notions là, de tempérance, puis de fidéisme, puis de loyauté, puis d'honneur, puis de tout ce que tu veux. Ben, cette idée-là selon laquelle l'excès est mal reste. Fait que ça, c'est un des traits des Grecs qui vont garder, mais en réalité, autant les Romains prêchent ça, autant c'est pas quelque chose qu'ils observent nécessairement beaucoup. Mais bon, rendu là, c'est du moralisme sociétaire, puis toutes les sociétés en ont. Pour qu'on condamne les ivrognes, c'est parce qu'il y a de l'alcool autour. Oui, j'ai l'impression qu'à cela, on pourrait dire que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ben voilà. Donc, Rome là-dessus, puis je suis persuadé là, que si on avait fait le tour de la Grèce antique, il devait pas manquer de pochetron non plus. Là.
Voilà. Donc là, ce qu'on a vu ensemble, c'est que le vin est absolument central dans la vie des Romains. Il y a une continuité avec ce que les Grecs faisaient, beaucoup d'innovations techniques, mais aussi sociales. Le vin passe de cette boisson-là qui dissocie le citoyen du barbare à cette représentation liquide de la stratification. Alors, juste, je vais t'interrompre un petit instant. Je vais prendre ton verre parce qu'on a une suite à notre cuisine archéologique de tout à l'heure. Là, il va falloir que tu finisses ton mulsum. Pardon. Moi, ça, c'est comme sinon, t'as pas de dessert. Je veux mon dessert liquide. Et on a fait une deuxième expérience. C'est hautement expérimental comme podcast. C'est très expérimental. Et là, je pense que ça va nous prendre de l'eau encore, là, parce que si je me fie au premier résultat qu'on a eu, on va mourir de déshydratation. Il faut littéralement que je mette de l'eau dans mon vin. Oui. Non, mais on constate à faire ces expériences-là qu'il y avait une raison pour laquelle ils faisaient ça. Puis encore, c'est qu'on n'a pas les produits liquoreux, là, carrément sirupeux qu'ils avaient. Parce que sinon, je pense que ce serait une absolue nécessité. Mais bon, ce qu'on a ici, c'est à peu près notre mulsum de tout à l'heure, mais avec une variante. Les Romains assaisonnaient... Oh, ça a l'air spécial. C'est beaucoup mieux. J'adore ça. C'est génial. J'en veux plus. OK, bon, ben là, attends un peu, je vais y goûter, moi aussi. Tu viens de faire ma journée, non, mais c'est vraiment bon. C'est quoi? Qu'est-ce que... Ah, wow, c'est donc bien cool. C'est tellement mieux que tantôt. Écoute, on n'a pas vu ça depuis le départ. Ben, parce qu'il fallait commencer à quelque part. Mais ce que t'as ici, c'est un produit qui s'appelle le rosatum. Donc, tout simplement, OK, c'est à peu près le même mulsum que tout à l'heure, mais qu'on a parfumé avec de l'eau de rose. C'est tout? C'est tout. Il y a juste de l'eau de rose. Mais ça change tout. Ben, ça goûte fort dans ce cas-là, de l'eau de rose. Ben, pas fort comme, mettons. Non, mais je veux dire, dans sa subtilité, ça corrige un paquet de faux plis de ce produit-là. Là. Wow. Est-ce que tu as une idée de pourquoi l'eau de rose est aussi percutante, disons, dans sa... Mais j'en ai absolument aucune. C'est la première fois que je me livre à l'expérience du rosatum. Je suis agréablement surpris. Je pense que toi puis moi, on devrait faire un podcast à l'eau de rose. Ben, c'est littéralement ce que c'est, mon cher ami. Wow. Bon, et là, je vais m'excuser auprès des auditeurs. Je vais juste en goûter encore. Parce que c'est correct. Pendant que Vincent boit, moi, je vais faire le commentaire coloré. Je vais dire que Vincent exhibe en ce moment le visage même du contentement, mais en même temps, une pointe de regret par rapport à ne pas avoir commencé avec de l'eau de rose. Non, je devrais être capable de m'en remettre. Là. Il fallait commencer à quelque part. Et ça, c'est intéressant. Mais écoute, c'est qu'il y a tellement d'autres variantes. Là. Par exemple, le picatum, là, qui vient d'une recette soit de Martial ou d'Apicius. On essaie de le reconstituer avec du poivre. Donc, c'est un vin dans lequel on met du poivre. Tu prends du vin qu'on fait classiquement, normalement, aujourd'hui, et on ajoute du poivre? Ben, c'est-à-dire qu'on prendrait à peu près la même base qu'on a utilisée jusqu'à date. L'idée du miel, là, c'est une notion qui est absolument récurrente dans le vin. On l'aime avec un fort taux de sucre. Ça, c'est quelque chose sur lequel notre palais a quand même beaucoup évolué. Sur le plan anecdotique, même, quand les Romains ont envahi l'Asie mineure, j'ai lu là à gauche, à droite, là, chez Lucullus, quelques commentaires où est-ce qu'il disait les vins orientaux, je les aime pas, ils sont trop secs. Trop secs. Ouais. Donc, ils avaient un plus faible taux de sucre que ce que les Romains appréciaient. Et bon, ils sucraient encore plus que les Grecs, en dépit du fait que là, tu avais l'acidité pour balancer un peu. Rajoute du sel là-dessus, mais finalement, le résultat final, c'est quoi? C'est qu'on a pratiquement un umami dans la bouche. T'as ton sucré, salé, acide. Ben moi, je te dis tout de suite, quand tu dis umami, moi je pense à du ketchup. Après ça, je pense à des champignons qui vont bien dans une soupe à l'orge. C'est vraiment mon degré de connaissance avec l'umami. Je sais que c'est japonais comme concept. Ben écoute, l'équilibre des goûts par le mélange des saveurs. Fait que, tu sais, l'amertume, l'acidité, le sel et le sucre. Puis à un moment donné, quand t'es capable de stimuler le palais là, par toutes ces... Bon, ça c'est l'umami. En tout cas, de ce que j'en ai compris. Pas un spécialiste de l'umami, là, en passant. Ça se pourrait que je me fasse reprendre par certains, mais le produit qu'on a avec nous en ce moment, là, me fait penser à ça. Parce que là, tout est stimulé en même temps. C'est très complet, c'est très riche. Mais, aussi intéressant que ce soit sur le plan gustatif, j'en boirais pas une bouteille, je serais malade. Trop de sucre. Voilà. Donc, à boire avec modération.
Je pense que c'est un excellent point de chute pour notre podcast d'aujourd'hui. On a vu les scandales de l'excès, autant du point de vue économique que culturel et sociétal, que le vin apportait dans la Rome ancienne. Les risques de l'excès ne sont pas disparus, comme tout le monde le sait. Par contre, s'il y a une chose qui va continuer, s'il y a une chose qui ne disparaîtra pas, c'est le plaisir et l'engouement que j'ai à parler de vin et ou de bière avec toi, mais surtout de vin, pour le temps de bière. Ah ben écoute, comme disaient les Romains, santé et joie. In vino veritas. Oh boy. Cheers. Et puis, je ne l'ai pas encore dit, mais là, c'est le temps. Vous le savez qu'il faut que je le dise. Si vous aimez nos podcasts, si vous aimez nous écouter, si vous ne trouvez pas trop qu'on fait des digressions, appuyez sur le petit bouton magique qui fait que vous vous abonnez. Puis nous, on vous dit, au prochain épisode. Ciao, bye!